Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très ravi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Très attaché à son pays, combative pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville, Sidonie Salabandi est cette dame, certains se souviendront bien sûr, qui avait osé présenter sa candidature au poste de Premier ministre lors de la conférence nationale souveraine dans les années 90 face aux vieux routiers de la politique congolaise, notamment Pascal Lissouba, Bernard Kolela, André Milongo, une élection qui fut remportée par André Milongo. Quelques années plus tard, Sidonie Salabandi sera contrainte à l'exil sous le régime totalitaire de Denis Sassou Nguesso, comme bien d'autres Congolais d'ailleurs qui ont refusé de faire allégeance à ce système totalitaire. Femme politique, Sidonie Salabandi est notre invitée aujourd'hui. C'est avec elle que nous allons aborder les questions liées à l'actualité politique du Congo-Brazzaville, un pays qu'elle rêve et qu'elle ne cesse de rêver être libre un jour. Bonjour, Madame Salabandi. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien et je l'espère bien pour vous aussi. Merci, je vais très bien. Madame Salabandi, je vais aller droit au but. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous décrire les circonstances dans lesquelles vous avez été contrainte de quitter le Congo-Brazzaville pour le Canada, là où vous résidez maintenant? Vous savez, le Congo traverse des moments très difficiles depuis que M. Sassou Nguesso a fait son coup d'État sanglant. Il est impensable que nous puissions vivre dans des conditions de violence, les massacres. Je craignais pour ma vie et il était vraiment très important que je parte. La main noire était derrière moi. J'ai été bombardée plusieurs fois aussi. Mais quelqu'un était venu me demander pardon en disant « Petite sœur, c'est toi que nous étions en train de bombarder, mais nous, on te bombardait parce qu'on voyait des voitures entrer, partir. Les voitures, c'est des gens, parce que je suis vers Vouila, et donc beaucoup de voitures passent pour aller chez les prêtres. Et aussi, Monseigneur Nkombo passait souvent, de temps en temps, on discutait, les religieuses, les gens qui partaient se cacher. Les gens cherchaient où passer la nuit avant de continuer leur route. Et donc, j'étais vraiment visée. Non seulement j'étais visée, mais encore, j'ai passé une entrevue avec Mbongolo, la rumeur qu'on cherchait à me faire disparaître. Des gens, des frères de bonne foi m'ont contacté en disant « Faites attention, la main noire est derrière vous. Vous avez des enfants à qui vous allez les laisser. » Quelqu'un est venu aussi vociférer comment vous avez des enfants, vous osez dire certaines choses qu'on dit ailleurs, mais pas ici au Congo, parce que c'est la dictature féroce. Pendant que vous êtes en train de continuer, Madame Sidonie, pendant que vous allez continuer votre récit, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez dit à ce journaliste, c'est-à-dire dans ce journal, quelques trois mots, c'était quoi? Cela est arrivé justement au retour de Sassou et le journal est venu m'interviewer, M. Mbongolo lui-même. Il y a eu des critiques. J'ai donné mon point de vue par rapport à la situation de l'heure. Je venais donc de signer mon arrêt de mort. Curieusement, je n'avais pas du tout peur, mais ce sont les autres, des gens qui étaient loin, qui avaient peur, qui ont appris beaucoup de mauvaises choses. Il fallait qu'on me fasse disparaître. C'était quoi ce que vous avez dit? C'était quoi exactement? Vous vous rappelez? Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait la violence. Il y avait beaucoup de violence. On ne pouvait pas supporter cela. Regardez, quand Sassou est arrivé en octobre, le centre sportif était noir de cadavres. Vous savez, dès qu'il y a un événement, ça tire de partout. Et il y a eu le ndombolo, ce qu'on appelle les ndombolo. Les obus qui ont fait beaucoup de victimes. Les gens cachent les choses en disant qu'il n'y a rien eu. On veut protéger Sassou Nguesso. Ça dure depuis des années. Il tue depuis des décennies. Il est toujours sous la protection de certains cieux. Alors, il faut que ça cesse. Les massacres, non. Les massacres insupportables des innocents. Nous sommes en quelle année comme ça, Madame Sidonie?
Nous sommes en 1998. Je suis restée jusqu'en 1999. Nous sommes partis dans les villages, nous avons dormi dans la rue. Ça nous a pris des mois. L'exode triste. Les gens ne parlaient presque plus. On ne savait pas où on allait, avec des enfants, avec des vieillards qui mouraient. Une fois, par exemple, une maman était en train de soutenir sa fille. L'hélicoptère les a bombardés. Une autre fois, un papa est allé chercher de quoi manger pour ses enfants. Devant sa famille, un obus est tombé sur lui. Un hélicoptère qui volait à basse altitude. C'est effrayant ce que nous avons vécu. Nous avons enjambé les cadavres. On craignait pour notre vie. Il y a des gens, quand l'enfant tombait, étaient obligés de continuer de se sauver. Cela est arrivé, mais c'est difficile à raconter. Quand je commence à écrire, j'ai toujours les larmes aux yeux. Je dis, mais il faut bien que j'écrive quelque chose. Mais c'est cruel ce qui se passe au Congo. Jusqu'à présent, les massacres continuent. Vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup de bombardements dans la région du Pôle. Le Pôle continue à souffrir, mais il y a aussi quelques numéros qui soutiennent celui-là qui nous massacre notre bourreau pour des raisons d'estomac. Je ne sais pour quelles raisons d'autres, pour leur poche, etc. Il y a toujours des traîtres partout. Et les traîtres, nous en avons. Et c'est fort dommage qu'on ne regarde que soi-même au lieu de regarder ce peuple. Mais Madame Dieudonné, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en 1998, Denis Sassou Nguesso vient de faire un coup d'État sanglant, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs. C'est lui qui a les manettes, mais il mène une guerre, une expédition comme celle-là. Pour quelle raison exactement? C'est lui seul qui pourrait répondre à cette question, vous m'excusez. C'est pour quelle raison? C'est pour la haine. Ça, c'est la haine. C'est le tribalisme aussi. Pourquoi le Pôle? Pourquoi la région du Pôle? Nous encore, on ne fait plus rien par rapport à nos grands-parents qui étaient prêts à se battre. Dans le Pôle, qui avait les armes? Mais au Congo, il y a une seule personne qui commande les armes depuis 1983. Il était même en dépassement du budget. Il avait dépensé plus de 3 milliards de francs CFA à l'époque avant la dévaluation. Mais c'était terrible. Je disais, mais qu'est-ce qu'il prépare ce monsieur? Et donc, quand je calcule 3 milliards... 3 milliards, dépassement de 3 milliards. Oui, wow. En 1984, j'étais la première femme inspecteur d'État au Congo. À l'époque, c'était au masculin, parce que tous les titres ont toujours été au masculin. Alors, j'ai demandé à celui qui était chef d'état-major la raison pour laquelle le budget était en dépassement de 3 milliards, le budget militaire. Le monsieur s'était fâché, puisque j'étais civile, de quoi je me mêlais. Mais oui, mais parce que dans mes prérogatives d'inspecteur d'État, j'avais le droit de lui poser des questions. Il y a et vous étiez donc monsieur Sassou se préparait. Évidemment, Madame Salabandi, vous étiez en train donc de nous expliquer comment vous êtes finalement partie du Congo vers le Canada, et donc on peut continuer. C'était juste une parenthèse, la violence. C'est la violence. Oui, j'étais menacée. Beaucoup de gens étaient menacés, il n'y a pas que moi. Ouais. Et puis les balles perdues ne choisissent pas. Qui est qui? Il sait faire taire ceux qui parlent, comme aujourd'hui. Pourquoi M. Mboukadia ne serait-il pas au Congo-Brazzaville? Il a essayé d'y aller, mais il s'est retrouvé en prison où il a passé 575 jours, torturé comme un voleur, tabassé comme un voleur. On lui avait même arraché les injections à la clinique Guenay, dont je garde un très mauvais souvenir parce que nous, c'est TV5 qui montrait les images de ce grand leader charismatique. Vous avez été contraint d'aller en exil, comme d'ailleurs beaucoup d'autres Congolais qui n'ont pas accepté faire allégeance à ce système totalitaire. Alors, revenons donc sur vos ambitions politiques, notamment sur votre candidature à l'élection du Premier ministre à la conférence nationale. Vous savez bien qu'il y avait des personnalités que je venais d'ailleurs de citer, Pascal Lissouba, Bernard Kolela, André Milongo, des gens qui avaient mais vraiment des grosses pointures, et vous avez quand même osé poser votre candidature. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous avait motivé et c'était quoi le projet exactement? Ce qui m'avait motivé, c'est le ras-le-bol. Je rêvais d'un grand changement pour le Congo-Brazzaville.
et il fallait bien que je m'implique. Il faut le changement. On rêvait d'une belle démocratie. On rêvait d'une belle vie. Alors, la conférence nationale souveraine était un atout pour moi. C'était le moment où jamais les femmes devraient s'exprimer. Pascal Lissouba m'avait beaucoup encouragée, pour ne pas dire le professeur Pascal Lissouba m'avait beaucoup encouragée parce que c'était pour la première fois qu'une femme congolaise levait la tête. On a eu une discussion de plus d'une heure et quand il est devenu président de la République, on a eu un entretien de 3 heures. C'est lui qui parlait, j'écoutais. Il a commencé à se plaindre à ce que son allié ne respectait pas du tout les contrats. Et moi, je me disais, pourquoi est-ce qu'il me parle de tout ça? Qu'est-ce que je vais dire? Comment vais-je réagir, etc. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui ne voulait pas que je le rencontre de nouveau. Et tout ce qu'il m'avait dit, toutes les promesses faites, s'étaient envolées. Le Congo, le Congolais, la Congolaise ont des problèmes. Seulement moi, personne d'autre. Comment vous avez vécu ce moment-là, cette période, dès lors que vous avez annoncé votre candidature? Après, vous vous êtes senti comment? Et la suite, ça s'est passé comment? Malgré tant d'intimidation, c'était un moment qu'il ne fallait pas manquer. Il fallait rentrer dans l'histoire parce que les femmes étaient absentes là où on prend les grandes décisions au niveau politique, économique, social, sur tous les plans. Pourquoi la femme devait-elle être marginalisée? Vous avez dit intimidation? Beaucoup d'intimidation, oui. Des gens qui me demandaient de retirer ma candidature. J'ai dit non. Mes parents payent les impôts. Moi-même, je paye les impôts. Je ne dois à personne. J'ai décidé d'y aller pour faire passer mon message. C'était le tremplin. Et donc, je ne pouvais pas reculer. C'est ça. Mais il y a eu des gens aussi qui m'ont soutenu, qui étaient heureux, qui m'encourageaient, comme Aloïse Moudileno Massengo, paix à son âme, comme le grand frère, le professeur, docteur Ekondi Akala. Il a été très aimable. Ils ont cherché, oui, justement, à m'intimider. Après, comme je ne m'étais pas laissé faire, il s'est montré très, très agréable. J'en garde de très bons souvenirs. Et même quand André Milongo est allé en France, Mitterrand a demandé de mes nouvelles. Il voulait savoir ce qu'était devenue cette dame unique qui s'était positionnée. Il a dit, vous avez eu tort de ne l'avoir pas choisi parce que j'allais tout lui donner et la transition allait réussir. Et qu'est-ce qu'elle devient? Mais j'étais haut fonctionnaire international à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. J'ai eu le soutien de mes amis, de mes collègues qui venaient de partout. Et cette année-là, beaucoup de mes collègues sont repartis chez eux pour se lancer en politique. J'avais montré la voie. Mais cette voie est très épineuse. Nombreux sont ceux-là qui ont disparu, bêtement d'ailleurs, alors qu'ils occupaient des très grands postes. Le fait de vous avoir contraint à l'exil, cela a brisé ou sinon a étouffé vos rêves pour le Congo? Je ne dirais pas que mes rêves ont été étouffés. Parfois, il faut se dire que chaque chose a son temps. Il faut savoir être patient. Et je suis toujours dans la lutte. J'ai écrit. On fait beaucoup de choses. Et quand nous allons à Washington pour aller faire des manifestations, c'est cette lutte qui continue. Nous avons un très bon groupe, la plateforme nord-américaine. Grâce à cette plateforme, M. Sassou Nguesso n'a pas pu être reçu par M. Donald Trump. Et oui, lui, il a écouté, il a annulé. Et oui, le rendez-vous était bel et bien pris, mais nous sommes opposés à ce rendez-vous. Nous avons mis toutes les machines en marche pour pouvoir annuler ce rendez-vous. Monsieur est allé à Mar-a-Lago, là où il est en ce moment. Donald Trump, c'est un grand président, un géant. Il nous a écoutés.
il nous a accordé cette grâce. Et c'est grâce à lui que Monsieur Mboukadia est sorti aussi de prison en disant au président de la France, Emmanuel Macron, si le 10 août, the good man, Monsieur Modeste Mboukadia, ne sort pas, le 11 août, ça nous étions en 2017, on parlera de Sassou Nguesso au passé. Et c'est ça qui a fait que Monsieur Mboukadia soit tout de suite évacué, libéré bien sûr, après un procès, il y a eu un procès contre lui. Son dossier était vide. Pourquoi l'avait-on arrêté? Tout simplement en 2013, il a eu un meeting bien organisé, bien autorisé aussi, mais comme il y avait un monde fou, la jalousie a fait qu'on cherche à l'arrêter. Il a été condamné par coutumance, 30 ans de travaux forcés. Est-ce que vous imaginez ce que c'est, 30 ans de travaux forcés? Comme aujourd'hui, là, je pense au général Mokoko qui a tout fait pour qu'on ne nous tue pas à la conférence nationale. Il refusait toutes les instructions de Sassou Nguesso. Et ce dernier était fou, furieux. Je ne l'insulte pas, mais je dis qu'il était fou furieux. On peut revenir sur ces séquences-là, comment ça s'est passé, oui, comment il vous a défendu, qu'est-ce qu'il a dû faire et qu'est-ce qu'il a empêché de se réaliser pour que vous soyez sauvés. Je parle bien du général. Le général s'est montré très généreux pendant la conférence nationale souveraine. Il a veillé sur nous. Il n'a pas écouté ce que dictait son maître. Bien sûr, le maître ne dictait pas de bonnes choses. Et surtout, le 10 juin, le jour de la fermeture de la conférence nationale, il a donné un message. Il y avait des militaires partout. Si je suis hué, vous les massacrez tous. Personne ne l'avait hué. Bon, nous rêvons d'une grande démocratie. Et donc, nous étions aussi très généreux parce que toutefois qu'on a voulu lui demander de quitter le pouvoir, on disait ça deviendra un coup d'État, etc. Non, il faut y aller tout doucement. C'est pour cela qu'on l'a laissé conduire la transition en tant que président de la République. Revenons sur la manière dont vous vous organisez dans votre lutte, maintenant que vous êtes à l'extérieur, hors du Congo, comment ça se passe dans vos manifestations, les rencontres avec le FMI, parce que nous aurons appris aussi que vous avez mené des actions à ce niveau-là. Quelle que soit la température, quand on prend une décision, mon équipe, la plateforme nord-américaine s'engageait à faire ce qu'il fallait. C'est tout le monde qui souffre. Il n'y a pas que le poule, mais tout le monde souffre. Mais dans le poule, il y a eu beaucoup de massacres. Nous sommes allés rappeler cela à Madame Christine Lagarde, que nous avons invitée à nous rencontrer. Elle était très triste de nous voir crier là. Beaucoup de gens de la Banque mondiale et les passagers, et ceux du Fonds monétaire international sortaient pour nous regarder. On avait un cercueil de la couleur du Congo-Brazzaville et moi, je demandais à Madame Christine Lagarde de descendre, de venir discuter avec nous. Finalement, elle a accepté de nous rencontrer, mais elle avait demandé à une équipe de pouvoir discuter avec nous. Les discussions se passaient très bien. Comme il faut payer le billet pour aller à Washington et puis mon travail, j'ai demandé aux autres de continuer l'affaire, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui est à Paris qui n'avait jamais été dans nos manifestations, qui a écrit dans 2 lettres du continent, si j'ai bonne mémoire, qu'il était Monsieur Fonds monétaire international. C'était écœurant parce que nous, on y va quand il fait excessivement froid. Qu'il neige, qu'il vente, on est là. Et la bonne décision de Madame Christine Lagarde était de nous permettre de rencontrer ces équipes afin de discuter. Oui, nous avons été écoutés, mais Monsieur Dominique Strauss-Kahn a joué un grand rôle pour sauver son ami. Déjà, parler du conseiller de Sassou Nguesso, parce qu'à un moment donné, il était conseiller. C'est lui qui a joué pour avoir ce que j'appelle, moi, le pipi de chat. C'est aberrant d'apprendre qu'au Congo-Brazzaville, les gens s'étaient mis à danser, même les militaires, pour si peu.
c'est du pipi de chat. Et qu'est-ce qu'on a fait avec? Et M. Clément Mwamba, qu'est-ce qu'il a fait de ces 48 mesures? Quel est le résultat de ces 48 mesures? Il faut que ça change. Je continue ma lutte parce que il faut que ça change. Il faut que le peuple congolais soit respecté. La vie est sacrée. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas être tué comme des mouches. On ne peut pas être bombardé comme si nous étions dans un pays étranger. Mais le Congo ne s'est pas battu contre un autre État. Il faut poser certaines questions à M. Sassou. N'attendons pas qu'il ne soit plus là parce que eux, ils ont tout déformé. Lui, M. Sassou se passe pour la victime alors que c'est lui le vrai bourreau. Que font les mercenaires au Congo-Brazzaville? Avons-nous besoin de mercenaires dans l'armée? Pourquoi tant d'armes? Il est la seule personne qui achète des armes depuis 1983, à ma connaissance. Marien Ngouabi n'avait pas autant d'armes. Massamba Deba n'avait pas autant d'armes. Fulbert Youlou aimait tellement son peuple qu'il ne pouvait pas avoir des armes. Il n'y avait pas de violence. Avec les milices de Sassou Nguesso, mais ce n'est pas cadeau, hein? Pour 25 francs, on vous tue. Là, devant le palais des congrès, des gens ont perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas donné les mabonza, même 25 francs CFA. C'est triste de la façon dont nous sommes massacrés. Aujourd'hui, je le comprends, puisqu'on nous prend pour des cabris. Si on insulte les évêques comme étant des cabris, et donc les Congolais qu'on n'aime pas sont tous des cabris parce qu'ils ont toujours le couteau à la gorge. Et ça, c'est insultant. Et ça, je demande pardon aux évêques au nom de Thierry Mongala, qui n'a répété que ce que son maître lui a recommandé de dire. Pardonnez-le, c'est un enfant, car il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il dit. Je demande pardon en tant que mère. C'est un enfant. Je demande pardon à tout le monde. Il y a eu des réactions et d'autres encore ont insulté les évêques. Mais eux, ils vivent tous les jours avec nous. Nous nous confions aux prêtres. Ils savent ce qui se passe. Pendant ce temps, le président de la République est vautré dans ses salons climatisés. Est-ce que n'importe qui peut s'approcher de lui? Regardez 2 heures ou 3 heures ou 5 heures avant sa sortie, les routes sont barrées. Est-ce qu'il est conscient du mal qu'il fait aux Congolais? Il y a un chauffeur de taxi qui nous a dit un jour, mais si vous ne faites pas attention, vous vous engagez sur cette voie, on vous fait disparaître. On vous arrache la voiture, on vous fait disparaître, on vous fait voyager. Faire voyager veut dire tuer. Ils n'ont que ça à faire. Mais quel président, quelle présidence, quelle gouvernance de violence. Mais Madame Solavandi, oui, monsieur. Il y a un adage qui dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et nous savons qu'au Congo-Brazzaville, généralement, lorsque nous arrivons aux élections présidentielles, sinon juste après, il y a toujours évidemment ces violences que vous êtes en train de dénoncer. Or là, nous allons encore une fois de plus à une élection majeure, une élection présidentielle qui aura lieu, donc en 2 phases d'ailleurs, le 17 et puis le 21 mars prochain. Quelle analyse faites-vous de l'organisation de cette élection présidentielle qui pointe déjà à l'horizon? Monsieur Sassou Nguesso demeure le même. À l'orée de chaque élection, il y a toujours des concertations ici et là. On n'a jamais suivi les résultats de toutes ces concertations. La plus ridicule, c'est celle de Madingu, concertation entre amis. Et quel est le résultat? Pensez-vous qu'il y a eu des bons résultats? Et qu'est-ce qu'il a fait du conseil du dialogue, ce monsieur pleurniché? Parce qu'on lui avait arraché le biberon dans la bouche. Et ça n'a rien donné, et c'est ça, c'est l'intimidation. Madame Solavandi, on va donc avancer parce qu'évidemment, nous gérons un peu le temps. Alors, que pensez-vous donc des opposants qui, eux, ont une partie de l'opposition, bien sûr,
Eux ont dit, ben, nous, on va aux élections parce que c'est cela aussi la démocratie, ils sont libres de s'exprimer, mais en plus, ils vont aux élections et au cas de tricherie, ils pourront revendiquer leur victoire que de rester ou boycotter, voilà. Ils ont pensé plutôt se présenter. Oui. Il y a Parfait Kolela, il y a M. Onyangue, il y a, vous avez cité tout à l'heure, la Mathias Nzon et bien d'autres. Je prends l'exemple d'Albert Onyangue, qui fut garde de corps de M. Sassou Nguesso. Écoutez, pensez-vous que ce monsieur pourrait être contre M. Sassou, qui l'a nourri, avec lequel il a beaucoup voyagé, et à qui il a parlé à l'oreille? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, M. Onyangue, le colonel Onyangue? Mais c'est une mascarade, c'est une véritable mascarade. Il ne fera rien, ce sont des arrangements. C'est Sassou Nguesso qui a fait chercher Onyangue parce qu'il lui fallait quand même des gens. Mais M. Albert Onyangue, à mon avis, ne fait pas vraiment le poids. Et M. Onyangue, se souvient-il du coup qu'il a fait à ses fidèles? Il est soi-disant pasteur. Les fidèles ont donné 150 000 francs chacun pour avoir un visa afin d'aller à l'étranger. C'était un voyage organisé. Monsieur n'a jamais remis les visas. Monsieur n'a jamais remis les 150 000 francs CFA. Ses fidèles vont s'en souvenir. Et qu'est-ce que nous attendrons de lui? Qu'est-ce qu'il pourrait changer? Il a grandi chez Sassou et on changera quoi? Rien, rien du tout. Mon œil. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais c'est dégoûtant ce qui se passe. Des arrangements inutiles. Le 17 mars 2021, les militaires vont voter. Quel est l'effectif de notre armée où il y a beaucoup de mercenaires? Ah, monsieur Sassou. Voilà. Florent Tiba et Oba Pierre fonctionnent bien. Ils réfléchissent bien. Voilà. Ce sont leurs conseils. Voilà. Et vous pensez que ce sont les mêmes qui ont dû coopter Parfait Kolela et les autres opposants? Ça, je n'en sais rien. Je ne connais pas Parfait Kolela, j'entends parler de lui et je n'ai rien à dire. Celui que je connaissais, c'est son père. Nos parents, Bernard Kolela. Son père, Bernard Kolela. Une fois, j'ai dit, parce que les gens allaient entraîner les ninjas, les armes passaient. Je crois que Jean-Dominique Okemba pourrait se souvenir qu'il y avait un vieux qu'on appelait Yabashi qui les a aidés du côté de Kinshasa à faire traverser, puisque le président Pascal Lissouba était déjà au pouvoir, à faire traverser de nombreuses armes par la main bleue. On a entraîné ceux qu'on appelle les ninjas. On les a entraînés. Quel était le but? Vous savez, nous sommes un même peuple. Notre père s'appelle le Congo et notre père s'appelle Tandala Mfwa. Brazzaville est venu bien après parce qu'il fallait honorer le colon. C'est le seul pays au monde qui honore le colon, le colonisateur. Voilà. Il a un monument, un mausolée. Donc, vous avez parlé à Bernard Kolela. Qu'est-ce que vous l'avez dit? Oui, je lui ai demandé de faire très attention qu'il était sur la mauvaise piste. Il m'a répondu, ma fille, je lui ai déjà enlevé le venin. Sassou, une vipère, n'a plus de venin parce que moi, Bernard Kolela, Bakana, je l'ai enlevé. Je lui ai répondu qu'on n'enlève jamais le venin, il pousse encore. Quand le venin pousse, ce serait plus dangereux.